Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel atelier dédié à l'Amérique latine. Aujourd'hui, on va parler des enjeux de l'urbanisation en Amérique latine et qu'est-ce que cela implique pour les entreprises françaises. Donc c'est un atelier qui va durer 20 minutes, on va essayer d'être efficace et dense, mais j'en doute pas avec nos deux intervenants qu'on a aujourd'hui. Donc je me tourne tout de suite vers vous, Julien et Oriane, si vous pouviez s'il vous plaît vous présenter vous-même et présenter l'entité que vous représentez. Julien, je t'en prie, je te laisse commencer. Ok. Écoutez, bonjour, je m'appelle Julien. J'ai créé Spark Hopper il y a, anciennement Blue Spark International, il y a à peu près 5 ans. Donc on a développé une plateforme digitale à destination des opérateurs d'infrastructures, de services essentiels, infrastructures, eau, assainissement, gestion des déchets, et donc afin d'améliorer la gestion de leurs interventions. Et nous sommes principalement, on a du contrat principalement à l'export, dont l'Amérique latine, dont on va parler dans 2 secondes. Julien. Bonjour à tous, merci Lana pour l'invitation. Je suis Oriane Saccoman, directrice générale adjointe d'IGNFI. Dans IGNFI, vous entendez sans doute, vous reconnaissez IGN, l'Institut géographique national. IGNFI a été créé en 1986, c'était donc la filiale dédiée à l'export de l'IGN. Donc on travaille exclusivement à l'international. Et notre cœur de métier, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie géographique. Traditionnellement, au départ, l'IGN a remplacé le service des armées au début du XXe siècle. Et donc, notre premier métier, c'était la cartographie. Vous connaissez les cartes d'état-major si vous faites un peu de randonnée. Mais aujourd'hui, l'ingénierie géographique, évidemment, dépasse le simple métier de la cartographie. On travaille en géodésie, on travaille en système d'information géographique et foncier. Voilà, donc on intervient dans plein de domaines. Tout ce qui touche à ce qu'on appelle donc la géomatique. Merci à tous les deux. Et pour reboucler la chaîne des présentations, donc moi, Lana Ravel, je suis basée à Mexico pour BPI France en tant que responsable régionale Amérique latine et Caraïbes avec mon collègue Arthur qui est également dans les gradins. Merci pour votre présentation. Sans plus tarder, on va passer vraiment au cœur du sujet. Oriane, je me tourne vers toi. Déjà, quand on parle d'urbanisation en Amérique latine, qu'est-ce que ça vous inspire? Et surtout, quels sont les besoins que vous avez identifiés et que votre entité peut adresser aujourd'hui? Alors évidemment, l'urbanisation, c'est une problématique absolument capitale sur l'Amérique du Sud, avec une pression démographique et urbaine très très forte. Alors nous, on est amené à intervenir à plusieurs niveaux. Ce qu'on fait très souvent, par exemple, c'est qu'on va travailler avec des collectivités, des ministères, on va acquérir des images satellites, ou bien en réalisant des prises de vue aériennes, ou en travaillant avec des technologies comme le LIDAR, qui nous permettent ensuite d'analyser un terrain et d'être un appui pour des cabinets d'architectes ou des cabinets d'ingénieurs pour réaliser une cartographie ou faire carrément des modélisations en 3D avec de la photogrammétrie ou la réalisation de ce qu'on appelle aussi des jumeaux numériques. Alors les mises en application de ces technologies sont très nombreuses dans la thématique de la ville. Par exemple, avec un jumeau numérique, on peut réaliser des modélisations de risques. Pour l'Amérique latine, c'est très important, la modélisation des glissements de terrain, les inondations. Donc on va réaliser des scénarios et ça nous permet après d'analyser les conduites à tenir et d'être force de proposition, de conseil pour les collectivités. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On travaille beaucoup dans le foncier. Donc ça, c'est très important pour le développement des villes. On a aidé plusieurs États à mettre en place des systèmes d'information fonciers, c'est-à-dire des logiciels dans lesquels on va géoréférencer des parcelles, comme des cadastres, et on va y associer un tas de métadonnées, des lots, des certificats avec le nom des propriétaires, peut-être des prix, etc. Donc tout ça, ça participe du développement de la ville et aussi à améliorer... Ah oui, alors voilà, le dernier point que je voulais aborder, c'était la gestion de l'informalité. Donc tout ce qui est quartier précaire, étalement urbain, voilà, avec les études qu'on peut faire par l'analyse d'images et les enquêtes de terrain, bien entendu, on peut travailler sur... la gestion de ces quartiers, comment on va acheminer au mieux l'électricité, comment on va gérer l'assainissement des eaux et aider à l'amélioration des conditions de vie et au développement de ces villes. Je ne sais pas si je vais faire mieux, en fait, sur le contexte. Donc, nous, en Amérique latine,
Le premier gros défi, effectivement, c'est la croissance démographique urbaine. Je crois qu'à l'horizon 2050, ce sera 90% de la population qui vont vivre dans des grands centres, type Sao Paulo, Bogota, Buenos Aires. Et du coup, ça entraîne quoi? Ça entraîne une pression extrême sur les infrastructures, sur les services essentiels, sur les réseaux d'eau, sur les réseaux d'assainissement, la manière dont on gère les déchets. Et notre solution... Alors, premièrement, qui dit besoin dit pas marché. Et ça, c'est un point important. Parce que des besoins, en fait, il y en a partout. Transformer un besoin en marché... Enfin, transformer. Encore une fois, tous les besoins ne sont pas des marchés. Et nous, notre plateforme a vocation à aider, à accompagner ces opérateurs d'infrastructures, que sont des villes, des grosses agglomérations, des mégalopoles, ou des groupements de villes, à gérer au mieux cette croissance. Donc, premier sujet. Et deuxième sujet, comme le disait Oriane, c'est l'accès. Donc, on parle de services essentiels, donc de services publics. Donc, il y a un volet égalité du service. Et il se trouve que dans ces grandes mégalopoles, il y a des quartiers, le service n'est pas le même quand on habite une favela ou un quartier défavorisé qu'un condominium ou un quartier plus aisé. Et là encore, notre plateforme, on ne prétend pas tout résoudre, loin de là, mais ça permet de fluidifier la communication entre des quartiers avec des services dégradés et améliorer les opérations dans ces quartiers-là, ce qui est un vrai enjeu. Voilà. Voilà. Merci tous les deux. Je vais revenir un petit peu plus sur le sujet de l'urbanisation, notamment en Amérique latine, et je reviendrai aussi sur vous, votre vision en tant qu'acteur français. Mais ma deuxième question serait l'urbanisation, les smart cities. Je pense que la plupart des gens qui sont ici, c'est un sujet dont on entend extrêmement parler. C'est vrai que c'est un terme parfois qui devient générique, parce que quand on n'est pas expert, on ne sait pas ce que ça veut dire. On connaît à peu près des besoins en traitement des eaux, déchets, étalement urbain. Enfin, c'est énormément de problématiques. En Amérique latine, pour y être, on voit certains sujets, notamment sur la gestion des eaux. La ville de Mexico, justement, c'est un de ses plus gros enjeux aujourd'hui, le thème d'approvisionnement en eau et la gestion du système. Mais aujourd'hui, l'urbanisation, c'est un sujet dont on parle énormément. L'Amérique latine en est consciente. Comme tu le disais, Julien, 90% de la population sera dans des milieux urbains. Mais aujourd'hui, est-ce que la vision de l'urbanisation en Amérique latine, est-ce qu'elle change au fil des années? Est-ce qu'on voit des défis qui sont beaucoup plus urgents, pressants? Est-ce qu'on a de nouveaux outils qui se développent et qui permettent d'y adresser? Alors après, bien sûr, vous êtes actifs sur d'autres géographies. Peut-être que justement, vous voyez aussi d'autres... Vous voyez aussi peut-être... Vous voyez aussi peut-être d'autres enjeux qui arrivent. D'autres enjeux qui arrivent sur d'autres géographies qui arrivent aussi en Amérique latine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il fallait dire le futur de l'urbanisation en Amérique latine, ça serait quoi selon vous? Julien, je me tourne vers toi pour y répondre en premier. Ouais, alors il y a beaucoup d'exemples. Alors j'avais pas prévu, mais je peux parler du Mexique rapidement, et après sur le Brésil, sur l'eau par exemple, au Mexique. Au Mexique, il y a énormément de quartiers qui n'ont pas l'eau 24 heures sur 24. Énormément. Et premièrement, et deuxièmement, il y a un accès à la ressource. La principale ressource au Mexique, c'est la ressource souterraine. Et aujourd'hui, quand on fait un forage au Mexique, quand on regarde l'eau qui sort, c'est de l'eau usée. C'est de l'eau usée. C'est-à-dire que l'eau sort, elle sent, c'est une odeur, c'est insupportable. Et c'est la réalité. C'est pas le futur, c'est aujourd'hui. Après, les thématiques sont un peu différentes au Brésil. Enfin, non, alors, à peu près similaires au Brésil. Différentes dans l'eau et l'assainissement, parce qu'on parle de l'eau et l'assainissement, on peut parler des transports aussi. Dans l'eau, au Brésil, mais c'est un peu pareil au Mexique, c'est-à-dire il y a une couverture du service qui est proche de 100%, donc il n'y a pas trop de sujets d'accès au service. Les gens ont l'eau, bon an, mal an, la qualité, on va dire, à peu près correcte. Et l'enjeu dans le secteur de l'eau, c'est plutôt l'optimisation des systèmes. C'est réduire les fuites sur des réseaux, etc., etc. En assainissement, c'est un peu différent. En assainissement, il y a une couverture, les gens ne sont pas branchés. Il y a une couverture du service qui est nettement inférieure à 50%. Et donc l'enjeu est là, notamment au Brésil. Et là, encore une fois, il y a un besoin. Mais alors, par contre, au Mexique, je ne sais rien, mais au Brésil, c'est un vrai marché parce qu'il y a un cadre légal pour opérer et pour investir
dans ces infrastructures de manière sécurisée, et nous, acteurs, de pouvoir proposer nos plateformes pour améliorer ces services. Et puis enfin, sur l'accessibilité du service, nous, un autre exemple dans les transports, parce qu'on est également présent en Bolivie, où on a installé, je voulais amener un capteur et j'ai oublié, il y a un service public qui s'appelle Mi Teleférico. Mi Teleférico, c'est le plus haut, le plus long service de télécabine urbain. Ça déplace 220 000 personnes du ville qui s'appelle El Alto au centre de La Paz. 220 000 personnes par jour. C'est 1400 cabines, 10 lignes de téléphérique. Et là, bon, on a installé nos capteurs. Nous, notre impact, à notre niveau, on a installé des capteurs. Ce qui coûte cher dans les téléphériques, c'est la maintenance des pinces, ce qui accroche la cabine au câble. Et notre système, nos capteurs branchés à notre plateforme, optimise la maintenance, réduit les coûts de maintenance, qui permet de contribuer à maintenir un coût d'opération, alors qui n'est pas faible, mais à limiter les augmentations des coûts de maintenance, ce qui permet d'avoir des tarifs sociaux moins douloureux. Moins de subventions, en gros, de l'État. Il était trop long, pardon. Très intéressant, Oriane. Non, je voudrais juste ajouter que sur ces problématiques urbaines, vraiment, l'Amérique du Sud est un marché déjà plus développé, par exemple, que l'Afrique, sur lequel nous intervenons beaucoup. Et donc, on est déjà à un stade un peu plus avancé que la simple adduction de l'eau ou de l'électricité. Et on se projette déjà dans le Smart Cities. On réfléchit déjà aux espaces verts, au potentiel énergétique, notamment solaire des bâtiments. On est déjà à un stade où, au-delà du développement des villes, on pense déjà au mieux vivre ensemble. Déjà. C'est une grosse différence. Nous, on réalise 90% de notre chiffre d'affaires sur l'Afrique. L'Amérique du Sud, 10%. Et c'est plus faible, mais c'est tout à fait non négligeable. Et on constate que le marché est très différent. C'est un marché plus mature, avec des partenaires qui sont très formés, beaucoup plus éduqués, en fait. Donc, on intervient différemment sur ce marché-là, et on a beaucoup plus de partenariats, de partenaires, donc déjà bien implantés, bien formés. Ouais, sur les espaces verts, en fait, c'est très intéressant parce que nous, on a une petite expérience sur les espaces verts au Brésil. Et pour illustrer un thème, le changement climatique, qui n'est pas du tout théorique, comment ça peut impacter un petit une entreprise de taille moyenne, on va dire ça comme ça. Nous, on avait un contrat dans le sud du Brésil, à Porto Alegre, sur des espaces verts. Bon, il y a quelques mois, inondation, 6 mois sans activité. Ils ont fait jouer la clause de force majeure dans le contrat, plus de contrat, du jour au lendemain. En tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors ça paraît peut-être idiot, mais non, le changement climatique, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et c'est dans les contrats aujourd'hui. Autre exemple, je pourrais en citer, dans le Pantanal, dans le nord du pays, pour le coup, alors c'était pas des inondations, mais c'était les feux de forêt. Instituto Hominem des Pantanal, l'opérateur qui gère la forêt du Pantanal, idem, une activité d'opérateur très réduite due aux incendies. Donc voilà. Et après, sur ce marché, sur le Brésil, ce que tu disais, c'est que c'est des gens qui achètent, ce qui est très intéressant pour les entrepreneurs. Alors, c'est un marché, déjà, je ne sais pas s'il y a un marché facile, mais ce sont des gens qui achètent la nouveauté. Plus que dans d'autres marchés, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est super, parce qu'ils achètent la nouveauté. Après, il y a un autre sujet de fidélité, mais c'est un autre sujet. Très clair. Et effectivement, je pense que c'est important aussi de resituer les enjeux en termes d'urbanisation en Amérique latine par rapport à d'autres géographies. C'est vrai qu'on n'est pas sur le même niveau de maturité. Il nous reste encore 5 minutes avant de passer aux questions-réponses. Je voulais juste très rapidement, si justement on est face à un public, alors on a des étudiants, mais on a aussi des entrepreneurs, on a des banques très larges, mais justement pour des entreprises françaises, pour vous, quand on est sur le thème de l'urbanisation, notamment en Amérique latine, quels sont vraiment les conseils que vous auriez peut-être pour adresser ce genre de sujet quand on est un entrepreneur français
Oriane, si tu veux bien commencer. Alors, je ne pense pas que ce soit spécifique à l'urbanisation, mais en fait, ces conseils peuvent être valables dans n'importe quel domaine. Je dirais que quand on veut, de toute façon, travailler à l'international de manière générale, il faut s'armer de patience. En particulier donc avec l'Amérique latine, il faut veiller à plusieurs choses. Et nous, les petits conseils qu'on pourrait donner, c'est déjà, il faut bien se renseigner. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faire d'économie de bout de chandelle. Il faut prendre des avocats, il faut consulter des fiscalistes, il faut être très vigilant sur la taxation. Il y a des pays comme le Pérou qui ne pratiquent pas la non-double imposition. Donc si on ne fait pas attention à ça, on arrive, on est très content, on a une super marge, et puis à la fin, en fait, on n'a plus de marge parce qu'on a payé des taxes des deux côtés. Autre conseil, nous on travaille beaucoup avec les administrations, elles sont extrêmement tatillonnes, donc il faut une gestion de projet administratif qui soit vraiment en béton armé. Et dernier conseil, que voilà, nous à la longue on a constaté qu'il fallait absolument avoir des partenaires locaux pour s'implanter. Il ne faut pas arriver tout seul, il faut s'associer avec des locaux. Je terminerai avec une petite anecdote qui est très révélatrice, assez rocambolesque. Vous verrez, en 2015, on a établi le système d'information foncier de l'Équateur, demande de l'État. Le projet se passe super bien, on met en place, on appelle ça un CIF, on est payé, super, tout va bien, ça roule. 3 ans après, l'État équatorien mandate un organisme pour faire un audit du CIF. Alors là, catastrophe, on nous appelle, on nous dit il manque un module. Donc l'État nous réclame 1 million d'euros de pénalité. Donc nous on vérifie. En fait, ce module on l'avait bien mis en place. Simplement, il avait été supprimé. On ne sait pas par qui ni pourquoi. Comment ça s'est terminé? En fait, le directeur du cabinet d'audit a fini en prison. Le cabinet a brûlé lors de manifestations. Alors, ce n'était pas commandité par IGNFI, je vous rassure. Mais on a dû surtout fournir une masse de documents, de justificatifs prouvant qu'on était dans notre bon droit. Et voilà, il y a eu non-lieu. Mais on s'est fait quelques cheveux blancs. Anecdote, effectivement. Ouais, nous, de notre côté, alors c'est pas facile quand on est entrepreneur parce qu'on n'a pas vraiment le temps. En fait, il faut trouver... dans ma situation, mon témoignage, c'est que j'étais pas baqué par des avocats, j'avais pas les moyens. Donc il faut trouver, ce qui est compliqué dans ce marché, c'est qu'il faut trouver des gains à court terme, parce qu'il faut vivre. Voilà. Et il faut être patient et travailler sur le long terme, ce qui n'est pas tout le temps facile. Avec des gens ils sont ce qu'ils sont, mais c'est comme ça. Et donc il faut connaître le contexte, mais on ne le connaît jamais vraiment. Moi je prétends pas le connaître, voilà. Mais par contre il y a des gens localement, il faut être aidé, il faut avoir un agent, il faut avoir des gens qui connaissent, et il faut pas être naïf. Il ne faut pas arriver avec une solution, oui, changement climatique, on va résoudre ça. Non, non. Il y a un besoin clair, il faut que le client paye, et c'est compliqué sur ces sujets d'urbanisation parce que la gouvernance urbaine, on va dire ça comme ça, elle est particulière. Elle est particulière parce qu'il y a différents niveaux, il n'y a pas forcément de coordination, les cycles de vente sont longs, il y a de la corruption, voilà, et quand on traite, c'est ça la réalité, c'est pas autre chose. Si on veut autre chose, on va dans un autre secteur. Donc c'est quand même un peu compliqué. Cela dit, encore une fois, il y a de belles opportunités et pour nous, c'est un marché plus accessible que des marchés de pays plus développés, clairement. Donc, il faut être patient et patient. Très bien. Et ça va arriver. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Oui, voilà, parfait. Une question. Si vous pouvez être direct comme ça, on a le temps pour la réponse. Alors c'est plus un complément d'information qu'une question, mais c'est sur le Brésil. Il y a un réseau de chambres de commerce internationales et la chambre de commerce France-Brésil, au Brésil-France, au Brésil et en particulier, il y a tout un réseau dans le pays et à São Paulo, c'est rien qu'à São Paulo, 750 entreprises françaises qui sont implantées et c'est vraiment un excellent réseau pour s'implanter, pour prendre tous les conseils. Et moi, pour accompagner des entreprises françaises au Brésil, je passe toujours par la CCI. Ouais, je veux bien vos coordonnées après alors. C'est très important. Nous l'administration, on a une filiale là-bas.
l'administratrice, enfin une des administratrices est membre, de la Chambre de commerce et travaillait précédemment à la DG Trésor. C'est effectivement hyper important. Tout à fait. Bah, écoutez, on a tenu dans les temps. Merci infiniment, Oriane. Merci à infiniment, vous. Julien. Merci. Et bon courage pour le développement de votre boîte.